Podcast chez Gavin, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, Golden Break, All-Star Cup, Slider Keepers, Gestion Arvika Inc. McDonald, AAD Lab, Deck pour qui s'abreuvoit, Lave Voûte Sportive, Focus Gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 15 avril 2025. C'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des débats passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, édition 100% CH, encore une fois, comme la semaine dernière, à l'aube des séries éliminatoires qui débuteront très prochainement dans la Ligue nationale de hockey. Ce soir, en compagnie de Nicolas Zotta et la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Les boys, comment allez-vous? Ça va super bien, vous autres? Ça va super. Ça va très bien. On devrait peut-être avoir là, l'arrivée du coach Simon Arfanos sous peu. On est en attente de savoir s'il se joindra à nous prochainement. Les gars, beaucoup de sujets à ce soir pour vous. Ça n'a pas été comme on l'aurait souhaité depuis le dernier podcast la semaine dernière. Le Canadien a connu des difficultés. Pendant que le Canadien a connu des difficultés, les Blue Jackets, eux, ont changé de voie et eux ont connu du succès. Et aujourd'hui, les Blue Jackets sont à seulement 4 points du Canadien avec un match en main. Le CH qui disputera son dernier match demain soir au Centre Bell contre les Hurricanes de la Caroline. On va y revenir d'ailleurs plus tard dans l'émission. Mais ce soir, on va poser beaucoup de questions. Et ce soir, il y a une question au sondage pour vous qui est publiée à l'instant. Aussi simple que ça, le CH en série, point d'interrogation, oui ou non? Et croyez-vous, est-ce que le Canadien va parvenir à être des séries de la danse du printemps? Alors n'hésitez pas à voter. Je salue Maxime Perrault de Golden Break qui nous regarde présentement. Les gars, la semaine dernière, on s'est dit, il reste 5 matchs à la saison. Le Canadien doit aller chercher au moins 5 points. Si le Canadien allait chercher 5 points au moment où on se parle, le Canadien était officiellement en série. Le Canadien a été chercher 4 petits points. J'en avais prédit 7 ou 8. Ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Ça a mal commencé contre les Red Wings de Détroit qui, au moment où j'ai ouvert ma télé entre la fin de l'épisode et 10 minutes où j'ai été ouvrir ma télé, les Wings avaient 22 lancés en première période. Je me suis demandé est-ce que c'est un bug d'RDS ou c'est vraiment vrai. Quand j'ai vu 23 par la suite, j'ai dit c'est pas une joke, c'est vraiment 23 tirs contre 4, 5, quelque chose comme ça. J'ai dit cette game-là va peut-être être longue finalement. Revirement de situation, le Canadien qui l'emporte 4-1. De passage à Ottawa et à Toronto dans 2 matchs en 24 heures, ça s'est pas très bien passé contre les Sénateurs, encore une fois. Mauvais départ du CH.
Ça n'a pas été bon et beau du tout contre les Maple Leafs, où on a été très, très, très chanceux pour ma part d'avoir été chercher 1 point contre les Leafs, où on avait seulement 8 tirs au but après 3 périodes. Un peu plus, là, mais jusqu'en milieu de 3e, là, on avait 8 lancés au filet. Quelle prestation de Jacob Dobèche qui, sans lui, je pense que le Canadien n'aurait jamais été chercher ce petit point. On a vu la frustration d'ailleurs de Dobèche à la fin de la rencontre. Et hier, dans un match piège où on affronte une équipe de bas de classement encore une fois, le CH qui se fait avoir, mais attention, on va y revenir sur ce match-là parce que l'entrée de Ivan Demidov, qui a été tout feu, tout flamme, le Canadien qui avait une avance et l'a perdu, et la controverse du but en tir de barrage qui a été accordé après ne pas avoir été accordé au départ. On va y revenir d'ailleurs, les gars. Sur ces 4 matchs depuis le dernier podcast, qu'avez-vous retenu? Et je vous demande à l'aube du match de demain, êtes-vous nerveux et croyez-vous toujours? Ben, moi, je suis très nerveux, mais j'y crois encore. Il faut quand même 2 victoires en temps réglementaire pour Columbus. Il ne faut pas qu'ils choquent ne serait-ce de 1 but pour se rendre en prolongation. Il y a une possibilité dans laquelle, dans un de ces 2 matchs-là, ils vont être obligés d'enlever leur gardien de but à un match égal en fin de 3e période pour espérer pas se rendre en prolongation. Je pense que les Canadiens sont encore en voie de faire les séries. Rod Brind'Amour a dit qu'il n'allait pas faire jouer tous ses joueurs de premier plan demain. Donc, encore une fois, ça pourrait être un match piège pour le Canadien. Le Canadien pourrait se faire battre, mais encore là, il faudrait qu'il perde en temps réglementaire, pas chercher de points contre les Hurricanes. Donc, je pense que c'est encore très possible. Puis, le problème qu'on voit avec les Canadiens dans les derniers matchs, là, c'est qu'on sait que c'est une équipe très jeune, c'est une équipe peu expérimentée. Là, ça paraît beaucoup dans la nervosité avec laquelle ils jouent présentement. C'est pour ça qu'on a perdu cette avance-là, c'est pour ça qu'on n'a pas été capable de compter un but contre Toronto, c'est pour ça qu'on a eu de la difficulté contre Ottawa. C'est plus les matchs comptent présentement, plus c'est difficile pour une équipe nerveuse et jeune comme ça qui n'a pas d'expérience. Donc, s'ils font les séries, j'espère que c'est quelque chose qui va se placer un coup en série. Mais présentement, là, c'est visible et palpable la nervosité là, pour cette équipe-là présentement. C'est ça qui rend ça très difficile dans les temps qui courent. Et avant de te laisser aller, là, Nicolas, je pense que ce qui n'aide pas le Canadien dans les derniers matchs, c'est l'avantage numérique qui ne contribue pas. Dans les dernières séquences où le Canadien a été dans les meilleurs de la Ligue, l'avantage numérique roulait à fond de train. Avec le match d'hier, je crois que de mémoire, c'est comme 1 en 14, en 15, à leurs 6-7 derniers matchs. On s'entend, là. Le Canadien, avec les unités qu'on a présentement, on peut pas se permettre de pas marquer à 5 contre 4. Il faut être capable de concrétiser et de saisir les opportunités. Et je te repose la question à toi, Nicolas. Es-tu nerveux? Y crois-tu toujours? Où tu t'en vas avec tout ça? Honnêtement, si tu m'avais posé la question hier, puis même si tu aurais posé la question hier à Cédric, je pense que on était tous un peu fébriles, puis on était tous un peu fâchés, disons, de la performance des Canadiens. Mais avec une nuit de repos, un bon petit café, puis quelques minutes à y penser, je me dis, regarde, il faut tout prendre en contexte. Il faut se dire que, évidemment, c'est pas idéal de perdre contre Ottawa et Toronto. Puis évidemment aussi, le match contre les Blackhawks, on aurait dû le gagner. Il n'y a pas de question là-dessus, surtout avec la superbe performance de Demidov. Je suis sûr et certain qu'on va avoir le temps d'en parler plus longuement, mais wow! Fac, tout ça pour dire, honnêtement, je suis pas tant nerveux que ça, puis je suis un peu résigné à l'idée de me dire qu'on va... Regarde, j'ai parlé beaucoup d'analytique, de tout ça, et de chiffres et de statistiques. La semaine passée, j'avais parlé genre de chiffres par rapport à Monipoc et tout ça. Si je pouvais te donner un chiffre en ce moment, moi je suis à 70% sûr qu'on ferait les séries. Puis ça... Est-ce qu'on connaît Vas-y. le chiffre exact de Moneypuck présentement sur C'est la encore probabilité? loin de 99%. Ouais. Ça tourne autour de 97. Je pense que ça a descendu, là, évidemment, avec la défaite contre Chicago, mais c'est pas en dessous de 95%. Là. Ouais. Mais, tu sais,
C'est sûr et certain, là, je vais pas répéter qu'est-ce que Cédric a dit, mais ça paraît que les gars, ils sont nerveux, puis aussi tu vois un peu le gap de talent. Tu sais, je veux pas insulter notre unité défensive, mais des fois, je suis désolé, mais il y a certains matchs où tu as l'attaque qui porte la défense sur son dos, puis qui va juste, tu sais, continuer. Un autre truc que je vais ajouter aussi, c'est malheureusement, tu sais, on a eu des occasions de marquer, mais quand on n'a pas des occasions concrètes, on n'a pas comme un moyen de de se créer des occasions. Tu sais, j'en parlais avec Cédric hier. Le dump and chase tout le temps avec les lobes, que ça soit Struble ou qui d'autre, je m'en rappelle plus, désolé, j'ai un blanc. Bon, Tout on a le temps dans la Shoebox, zone. on a Jacky et Hier, tous les hier défenseurs. Là. c'était Struble qui était le plus clair. Là, c'est à chaque fois que la rondelle était dans le fond de la zone, c'est un lob dans le milieu de la patinoire. Tu vas jamais te rendre Mais, nulle part avec ça. Ça tombe dans les mains des défenseurs de l'autre équipe. mais c'est ça, c'est exactement, c'est comme, à part, tu sais, quand on rentre dans la zone, quand on établit vraiment notre système dans la zone, tout ça, c'est là où on a des chances de marquer. Puis, tu sais, évidemment, avec des miders, on va plus avoir de chances maintenant en contre-attaque ou, tu sais, des jeux comme ça, est-ce qu'on peut profiter de sa vitesse puis de sa lecture de jeu. Mais honnêtement, on est un petit peu perdu, tu sais. Fait que, ouais. Dans toutes ces performances qui sont discutables du côté du Canadien, où on sait, on a eu des séquences où on a été vraiment pas bon, on a été dans les derniers dans la Ligue nationale. Présentement, on est probablement dans cette séquence-là. Probablement dans l'une des mauvaises équipes au niveau de la récolte des points et des performances. Je sais pas si on peut faire un lien. Puis j'aime pas faire ce type de lien-là, mais des fois, lorsqu'on apporte des changements, à un moment où j'ai envie de dire qu'il n'est pas le bon, ça peut avoir un impact négatif sur la suite des choses. Avant le retour de Caden Goulet, le Canadien était sur une séquence intéressante où on avait pas loin là, de 9 victoires, 3 défaites et une en temps supplémentaire. Le Canadien était tout feu, tout flamme. Lorsque Caden Goulet a eu le feu vert, on n'a pas hésité et on l'a rentré dans la formation. On a retiré un gars comme Arber Xhekaj qui jouait du bon hockey, qui apportait de la robustesse, qui faisait ce qu'il avait à faire. On avait le Arber Xhekaj des beaux jours qui cherchait pas à en faire trop comme on l'a déjà vu dans le passé. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que depuis qu'on joue au yo-yo avec Arber Xhekaj, on dirait que les performances du Canadien par moment contre certaines équipes où, par exemple, les Sénateurs, les Leafs qui frappent plus, ça devient difficile pour le Canadien de Montréal dans ces moments-là. Puis c'est là qu'on voit l'impact qu'a Arber Xhekaj lorsqu'il est dans l'alignement. Et une autre question qui pourrait suivre, préférez-vous avoir un Arber Xhekaj dans la formation ou un Jordan Struble quand tu sais que tu t'en vas en séries éliminatoires et que tu vas avoir besoin du jeu physique d'Arber Xhekaj? Je pense que le problème que le Canadien s'est creusé, c'est que Hudson joue avec Struble. Puis là, tu veux pas mélanger le duo de Hudson à tous les matchs. Réintégrer Xhekaj, c'est pas Xhekaj qui va jouer avec Hudson. Fait que là, tu changes toutes les paires défensives pour un joueur. Là, je vais pas me mettre à dire que Struble, c'est un joueur plus physique que Xhekaj, parce que c'est pas vrai. Mais il est capable de faire une job similaire, niveau mise en échec, niveau bataille sur les rompes. Je pense que Xhekaj jouait du hockey correct. Je dirais pas qu'il jouait son meilleur. Je pense que l'année passée, il y a eu des plus beaux moments que cette année jusqu'à date. Je pense que c'est sûr que de pas jouer tous les matchs, ça aide pas non plus, là, sa confiance. Puis, tu sais, c'est normal, il est encore jeune. Mais, tu sais, niveau robustesse, je pense que Struble est capable d'amener cet aspect-là. Comme je dis, tu sais, je pense qu'ils veulent pas jouer au yo-yo avec qui joue avec Hudson, parce que la plupart du temps, maintenant, c'est Struble. Fait que je sais pas si, oui, Xhekaj, effectivement, ramènerait peut-être plus de stabilité physique là, contre les Sénateurs, comme tu dis, mais je pense que c'est ça le problème, c'est que Hudson est en paire avec lui depuis un bon moment. Fait qu'on veut pas tout mélanger ça à la veille des séries. Puis je pense que Struble, j'ai de la difficulté aussi, mais je suis pas certain qu'il fait un pire travail que ce que Xhekaj ferait à sa place, pour être bien honnête. Ouais, moi honnêtement, je crois que ça dépend un petit peu du contexte. C'est dès qu'on a besoin de peut-être une paire de bras en extra ou quelqu'un qui serait plus apte à avoir un style de jeu un peu comme un match où on a besoin du style de jeu avec Xhekaj qui est, tu sais, dites-moi si je me trompe, mais être là plus être là plus physiquement que disons sur la feuille de pointage ou quelque chose comme ça, tu sais.
Mais après, tu as d'autres matchs où tu peux peut-être un petit peu plus bénéficier de Struble. Jacquet a peut-être des fois tendance à prendre des mauvaises pénalités aussi. Fait que Ouais. je me dis que si on joue contre le match hier contre les Blackhawks, on a vraiment eu de la misère sur les pénalités. Parce que c'est une très belle. Un très beau power play unit. Jeune, talentueux, tout ça, bref. Fait que, ouais. Honnêtement, moi, à la base, dès que Goulet est revenu, moi, mon idée, c'était de dropper Struble de base. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient de Savard, il y a aussi certaines personnes qui parlaient de Matheson. Sur ce point-là, moi, je suis vraiment pas d'accord avec soit Matheson ou Savard parce que c'est deux vétérans qui sont super importants dans la paire des défenseurs des Canadiens. Mais après, c'est comme... je vais le rementionner. Il y a vraiment un gros gap de talent entre notre unité défensive et notre unité offensive. Fait que je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de discuter entre qu'est-ce que tu préfères le plus, avoir la peste ou le choléra? C'est comme... Ouais. C'est Non, vrai que ça c'est ressemble à ça. ça. Je pense que c'est un problème, tu sais, rapidement, là, je pense que c'est un problème qui va être peut-être pas résolu à 100%, mais qui va être grandement aidé l'année prochaine si on est capable d'aller chercher un autre défenseur droitier. Pas nécessairement un défenseur offensif de talent, mais je pense à un gars comme Ryan Backer, là, je ne sais pas s'il va être prêt au début de la saison prochaine, mais pour moi, Lane Hutson a besoin d'un défenseur droitier, premièrement, parce que là, de jouer avec Struble, je pense que ça aide pas d'avoir deux défenseurs gauchers. Puis un gars qui est capable d'être très responsable défensivement. Puis là, on va voir la différence que ça fait d'avoir pas de Struble sur la première paire du Canadien, puis d'avoir des défenseurs comme ça. Juste sur la troisième, ça va solidifier l'unité défensive. Même, honnêtement, je pense qu'ils veulent justement pas jouer avec les paires défensives trop, puis pas bouger Matheson et Carrier ensemble. Je pense que l'année prochaine, si ça ne fonctionne pas, si le Canadien est à manquer les séries, s'ils veulent juste faire une expérience, essayer Carrier avec Hudson, moi, je serais complètement pour. Je pense que ce gars-là a besoin de défenseurs shutdown droitier, puis il va pouvoir exceller encore plus. Ça va permettre aux autres paires défensives d'avoir un petit peu plus de lousse dans la manière qu'ils jouent. Je pense que le point important que tu as souligné, c'est défenseur droitier. Au début de la saison, le Canadien n'avait que David Savard comme défenseur droitier. On avait Justin Barron, mais bon, Justin Barron était plus performant à manger du popcorn en haut dans les estrades que sur la glace. On a amené Alexandre Carrier comme deuxième défenseur droitier, puis on a vu immédiatement l'impact qu'a eu Alex Carrier avec le Canadien. Barry Trotz a probablement pris une coupe de ligne en faisant cette transaction-là. On le remercie. On remercie son contact. Le Canadien de Montréal est près d'une place en série. Je pense que l'avenue de Carrier en est pour quelque chose. Puis assurément que d'avoir 3 droitiers, 3 gauchers, ça vient complètement stabiliser la défensive d'une équipe. D'avoir un autre défenseur droitier défensif avec un gaucher offensif pourrait clairement venir aider un gars comme Lane Hutson. T'as mentionné Lane Hutson Carrier. J'en rêve. J'adore Matheson, j'adore la paire avec Carrier. Mais je pense que si on veut voir Lane Hutson performer encore plus, avoir un gars comme Carrier pourrait venir encore plus donner un « Hey, le kid, vas-y. » Je sais qu'il va déjà en avant. C'est pas un problème, mais d'avoir un gars comme Carrier en arrière pour assurer un revirement, s'il y a un revirement, je pense que pour Lane Hutson, c'est plus rassurant que Jordan Struble. Tu sais, j'ai rien contre Struble. Il a connu des mauvais moments. Il a connu des bons moments. Présentement, pour moi, il est correct. Il est ni froid ni chaud. Mais d'avoir un défenseur droitier pour venir aider un gars comme Lane Hutson, je pense que ce serait bénéfique. Tu as parlé de David Reinbacher. Je pense que pour Reinbacher, présentement, les blessures qu'il subit à maintes et une reprises ralentissent son développement. Puis ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de voir sur un long laps de temps comment il est à Laval. Pascal Vincent, en entrevue avec Martin Lemay à BPM Sport, avait mentionné que ce gars-là était phénoménal. C'était un défenseur qui s'adaptait sur tous les aspects du jeu.
Ce qui est bon pour le Canadien pour le futur. Mais le mot qui est ressorti de tout ça, c'est fragile. David Reinbacher a des antécédents de blessures. Quand on l'a repêché, il y avait une blessure de mémoire au dos ou au genou. Je suis pas sûr, là, je me souviens plus. Ça a pris du temps avant qu'il arrive avec le Canadien. Ensuite, quand on l'a amené avec le Rocket, a été blessé dès le départ. Est revenu après certaines semaines, plusieurs mois, de nouveau blessé. Présentement, il ne joue pas, est tenu à l'écart. On veut le garder pour les séries. Donc moi, je pense que l'an prochain, David Reinbacher, à moins d'être vraiment à 100% et de forcer la main au Canadien, je pense qu'on va le renvoyer en bas pour simplement lui donner la chance de se remettre dans le beat. De l'autre côté, je pense à Logan Mailloux, mais on a peu entendu cette saison de Logan Mailloux, donc je me dis, est-il si près de la Ligue nationale qu'on le pensait au départ? J'en doute un peu. Est-ce que Logan Mailloux pourrait être dans une transaction cet été? Moi, je pense que oui. Parce que le Canadien a besoin d'un centre de deuxième trio. Je pense qu'un gars comme Logan Mailloux pourrait être une monnaie d'échange. Tu as parlé de défenseur droitier. Si le Canadien va par la voie des transactions pour un défenseur droitier ou au 1er juillet pour un défenseur de profondeur, je pense que c'est faisable. Ben, ça écarte automatiquement un gars comme Reinbacher et un gars comme Mailloux. Puis là, il faut se poser aussi la question, si on vient qu'à aller chercher un gars pour la troisième paire ou pour la deuxième paire, peu importe, tu sais que ça va être un de ces deux paires-là. Arber Xhekaj vient probablement être ton défenseur numéro 7 ou Jordan Struble, mais il va falloir faire un choix. L'autre hypothèse que je vous demande, les gars, puis on le sait, Dvorak s'en va à la fin de la saison, à moins qu'on le signerait à 850 000 pour un an. Puis tant qu'à moi, je ne vais pas plus haut. À 1 million, c'est le 4e trio comme joueur de centre. S'il performe comme il performe présentement, j'aurais pas mal au cœur. Mais je pense qu'avec un gars comme Owen Beck qui pousse, un gars comme Kapanen qui a besoin de temps de jeu, c'est pas en les gardant dans les estrades que tu vas aider au développement. Est-ce qu'un gars comme Arber Xhekaj pourrait être intéressant à utiliser sur un 4e trio? Moi, ça fait longtemps que j'aimerais ça, voir ça pour le côté robustesse qu'on essaye d'amener avec Pezzetta, mais Pezzetta, oui, est robuste, mais je trouve souvent, là, personnellement, c'est peut-être moi qui est fou, là, mais il donne ses mises en échec tellement tard que c'est lui qui se ramasse sur le dos. Il accote le gars dans la bande, puis là, il frappe, puis il tombe, puis le gars bouge pas. Moi, j'ai de la misère avec ça, puis Michael Pezzetta est robuste. Michael Pezzetta est mauvais. ouais, le seul argument que j'ai pour Pezzetta par-dessus Xhekaj sur un 4e trio, c'est l'énergie. Michael Pezzetta a beau être mauvais, Michael Pezzetta, il patine pas mal plus vite qu'Arber Xhekaj. Ce que ça donne, c'est du forecheck soutenu, que quand le gars est dans le fond de la zone, il y a quelqu'un qui s'en vient spécifiquement pour le frapper. Puis que ça soit Pezzetta, que ça soit mon oncle, s'il y a quelqu'un qui s'en vient pour te frapper, t'as envie de te débarrasser de la rondelle, peu importe c'est qui. Ça pourrait être l'un ou une. T'entends des patins s'en venir en arrière de toi, tu te débarrasses de la rondelle. Mais tu sais... Fait que, oui, Xhekaj sur un 4e trio, mais il faut que tu ailles la vitesse pour arriver, pour faire du bon forecheck quand t'es un gars de robustesse. Tu peux pas... J'aimerais ça voir Xhekaj. Je dis pas que c'est pas une bonne idée. Juste que pas de vitesse sur un trio d'énergie, c'est peut-être pour ça que le Canadien ne l'essaye pas présentement. Tu sais, puis Nico, je vais te laisser la parole, là, mais avoir la vitesse de Usain Bolt, façon de parler, mais l'intelligence d'un pigeon, c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Tu sais, Arber Xhekaj a peut-être pas la plus grande des vitesses, mais il a un bon coup de patin. Puis lui, il a l'intelligence. Il sait quand c'est le temps de frapper. Il sait quand frapper. Michael Pezzetta, tu l'as dit, oui. Pour vrai, il patine vite. Quand tu joues 3 minutes par game, t'as intérêt à patiner vite. Mais Certain. d'avoir l'intelligence des pigeons, puis de frapper 3 secondes en retard quand la puck est déjà dans le fond de la zone, c'est pas utile. C'est pas utile. Fait que tu sais, moi, Arber Xhekaj, ça fait longtemps que je le dis, ça fait longtemps que je le pense, puis je comprends pas comment un gars comme Martin Saint-Louis qui a du guts d'essayer certaines choses, généralement,
ne l'a pas encore essayé. Est-ce que ça va être une option la saison prochaine? J'aimerais ça. Parce que je pense que Arbor Xhekaj pourrait apporter encore plus niveau robustesse sur un 4e trio. Puis de plus, ça va te permettre de dégager tes défenseurs en arrière. Puis tu n'auras pas à te soucier de quand l'embarquer, quand le faire jouer. Parce qu'en le mettant sur un 4e trio, tu n'as plus besoin de t'en soucier, selon moi. Je sais pas ce que tu en penses, Nico. Moi, honnêtement, ça dépendrait plus avec qui jouerait, admettons, sur ce 4e trio-là. Si vous avez des exemples, là, je suis preneur. Ben, parce tu sais, que moi, présentement, de le tête, 4e trio du Canadien, c'est Dvorak, Gallagher, Anderson. Ouais. Tu sais, là, c'est sûr que là, faut que tu te dises, t'as pas de joueur de centre vraiment. Est-ce qu'un gars comme Anderson pourrait peut-être prendre le centre? On voit des fois Gallagher prendre le centre. Tu sais, je dis pas non plus de mettre Arbor Xhekaj à tous les matchs, mais lorsque t'as des gros matchs contre des grosses formations à caractère robuste, puis que tu veux pas sortir un de tes défenseurs parce que tu veux pas te à tes pairs puis ça performe bien, ben, tu sais, d'enlever un Dvorak une fois de temps en temps, d'enlever un Anderson une fois de temps en temps, pour ramener un gars comme Xhekaj, ça fait pas mal tant qu'à moi. Là. Mais présentement, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Lorsque la saison va se terminer, puis déjà là, on le voit présentement, on a trop de joueurs chez le Canadien, puis il va y avoir des choix qu'on va devoir faire. Puis je pense qu'en allant chercher un centre de 2e trio, c'est là où on va se désembouteiller, si je peux le dire ainsi, où on va faire des transactions, puis on va donner pour se libérer, là, justement. Ben, I guess que ça, si tu le vois de même, honnêtement, je crois que ça fait du sens. C'est quand même un bon gros bonhomme, Monsieur Xhekaj. Puis honnêtement aussi, peut-être c'est du fantasy booking ou quelque chose comme ça, mais lui et son petit frère sur le même trio, honnêtement. C'est un trio d'énergie, de robustesse. Je sais pas pour vous, je sais pas si Florian Xhekaj, il a une touche comme ça, lui aussi. Ouais, Je sais que. ouais. Solide rapport de ça. Il s'est battu à 21 reprises cette année avec Laval. Puis ça en a un autre qui a pas l'intelligence d'un pigeon. Ok, Michael Pezzetta, on te remercie. Tu peux prendre ton envol à la fin de la saison. Vol de tes propres ailes. Merci, bonsoir. Ça a été un plaisir. On t'envoie à Shanghai. Écoute, tu peux aller à Laval si tu veux. On peut te donner un spot sur le 4e trio à Laval. Pas de problème, tu prendras le métro. Mais à Montréal, là, après ça, c'est fini. Là. Pour vrai, présentement, il est sur la glace. Puis il a même pas l'air de savoir ce qu'il fait sur la glace. Là. Fait que, je veux dire, c'est dommage. Mais ça reste un très très bon gars dans la chambre. Mais sur la glace, c'est pas un bon joueur. Les gars, hier matin, après l'entraînement, ce qui devait se concrétiser a été concrétisé. Martin Saint-Louis annonce que Ivan Demidov s'amène le baptême dans la Ligue nationale contre les Hawks. Pour le warm-up, le Sandbell au complet était plein. Plein. Tout ça pour voir Demidov pendant le warm-up. Ça n'a pas pris de temps. Un beau jeu en début de première pour un but. Alex Newhook. Ensuite, j'ai envie de dire un passe-dégagement truqué de Matheson. Demidov qui triche sur le bord de la ligne bleue. Ramasse le puck. Le goaler n'a pas eu le temps de réagir. Là où maman cache les biscuits. Merci, bonsoir, Ivan Demidov. Un but, une passe. En l'espace de 5 minutes, la foule qui a explosé. Quelle a été votre impression au niveau de la performance d'Ivan Demidov avant de poursuivre sur le reste de la rencontre? Moi, je vais aller au-delà du but puis de la passe. Le but, c'était un beau but, mais il était à la bonne place au bon moment. Moi, je veux parler de à quel point il a fait paraître Alex Newhook comme un scoreur de 60 buts en dedans de 3 périodes. Alex Newhook est pas capable de mettre la rondelle dans le fond d'un filet pour sauver sa vie. Puis il y a de la misère, tu sais, il y a un bon coup de patin, bonne vitesse. C'est pas comme tu dis, il n'y a pas l'intelligence d'un pigeon plus intelligent que ça. Il y a de la difficulté à trouver l'espace pour aller contre un but. Le nombre de fois que j'ai entendu Pierrot dire que Alex Newhook a manqué une opportunité de scorer sur une passe de Demidov hier, je capotais. Il y a eu 18 chances de marquer juste venant du bâton à Demidov. Tu les laisses ensemble toute l'année prochaine, Newhook compte 35 buts. De la manière que ça sonnait hier.
Si c'est pas plus, là. J'exagère évidemment, mais juste la manière que ça sonnait, ce gars-là est capable de trouver quelqu'un de bien placé sur la patinoire, les yeux fermés, les doigts dans le nez. Les mains d'Ivan Demidov, le patin d'Ivan Demidov, l'intelligence avec la rondelle, c'est l'innotune offensif, là. L'innotune en attaque, là. C'est aussi simple que ça, là. Oh my god. Moi, je vais vous dire pour de vrai, les gars. Aide de Demidov, j'étais super content. But de Demidov encore plus, je vous jure, ok. Moi, je suis dans le sous-sol, je suis monté en haut voir mon père, je l'ai pris par le collet, je lui ai dit, ça fait 5 mois que je t'emmerde, désolé de l'expression, mais ça fait 5 mois que je te parle de ce gars-là, puis c'est pour ça que je t'en parle! Ça, qu'est-ce que je dis, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, puis juste le fait que ce gars-là, il peut créer de l'espace à lui tout seul, c'est comme... C'est un trio à lui-même! C'est un trio à lui-même, le gars, il peut scorer, il peut faire des passes, il peut créer sa propre espace, juste... Je sais pas c'était qui est en train de lui mettre de la pression. Je crois que c'est sur le côté droite de la zone des Blackhawks. Mais pour un bon genre 10-15 secondes, il est en train de jouer avec, là, en train de... Je suis en train de... Oh my god, moi... C'est simple, le gars qui était là savait même plus qu'il était là. À un moment donné, il voyait Demidov aller, puis... il l'a envoyé à Saint-Sauveur. Il l'a envoyé à Saint-Sauveur. C'est comme... Wow! Écoute, j'ai jamais vu ça. Chicago, là. C'est terrible. Oh my god. Honnêtement, j'ai que des beaux trucs à dire sur Demidov. Merci, Ivan! Merci! Je vais être honnête. Hier, cette nuit plutôt, je travaillais, puis hier, j'ai fait un somme, puis j'ai complètement oublié que le Canadien jouait à 7h. Fait que je me suis réveillé, il était 8h, 8h10. Puis en ouvrant mon téléphone, j'ai notre technicien Benoît qui m'écrit « Ouf! Il l'a mangé! » Là, j'étais quoi qui parle? J'ouvre mon téléphone, j'ouvre Facebook, je vois juste Pierre Houd, Demidov, premier but, j'ai fait comme, mon Dieu. Je vois la passe, je vois le but, j'ai fait comme, pourquoi je dormais? Pourquoi je dormais? J'ai pas vu ça en live, mais pour vrai, quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, mon Dieu, c'est terrible. Oh. Ivan Demidov, tout le long de la game, c'était complètement malade. Le Canadien qui avait donc une avance de 2-0. On vu les Hawks revenir avec 3 buts consécutifs. Juraj Slafkovský en fin de troisième période qui redonne espoir aux partisans. On avait vraiment besoin de ce point-là. Arrivé en prolongation, Suzuki qui encore une fois rate une bonne chance. Ça fait 2 matchs de suite qu'il rate des chances en prolongation. Et là, on s'en va en tir de barrage. Le joueur des Hawks, Nazar, qui bat Montembeault du revers, partie supérieure. La rondelle qui se coince entre le poteau du centre et le filet intérieur. Les arbitres ne voient pas la rondelle. Je sais pas s'ils regardaient le pigeon Pezzetta qui se promenait en haut dans le Centre Bell. Je peux pas croire qu'il y ait aucun arbitre qui ait vu la rondelle rentrer. Mais tout ça pour dire que les arbitres ne donnent pas le but. Le Canadien envoie Patrik Laine ensuite faire son tir, comme prévu. Et après le tir de Patrik Laine, on voit Gallagher qui traverse et qui va voir les arbitres qui sont en train de se consulter. Et les arbitres mentionnent à Gallagher que la rondelle est présentement encore dans le filet. Les arbitres se consultent et je précise sans avoir communiqué avec Toronto et accordent le but. Martin Saint-Louis demande des explications et demande à ce que Patrik Laine refasse son tir. Et les arbitres refusent. Le Canadien s'incline dans cette rencontre par cette controverse des arbitres. Et on apprend à la fin du match qu'un règlement de la Ligue nationale stipule que lorsqu'on refuse un but ou qu'on n'accorde pas un but en tir de barrage, ou même à 5 contre 5 ou en avantage numérique, sur un challenge de l'entraîneur, ou je veux dire, sans qu'il y ait eu de challenge, dès qu'on reprend l'action, on n'a pas le droit de revenir sur la décision pour donner ou refuser un but. Et pourtant, c'est ce que les arbitres ont fait hier.
Et je répète, sans avoir consulté Toronto, et Toronto a donné, j'ai envie de dire, et là je cherche mon mot, mais a mentionné que si les arbitres avaient appelé à Toronto, que le but n'aurait pas été donné. Alors moi j'ai envie de me demander comment se fait-il que les arbitres, n'ont pas communiqué avec Toronto, quitte à arrêter la séance de tir de barrage pour avoir le bon verdict. Et là, ma question qui suit, si le Canadien ne venait qu'à pas faire des séries, est-ce que ça pourrait être une décision qui va avoir tué le Canadien de Montréal? Moi, tu vois, tu mentionnes qu'ils n'ont pas parlé à Toronto. Moi, de ce que j'avais vu, l'officiel, j'allais dire l'officiel mineur, je sais pas si c'est le vrai terme, en tout cas, le marqueur, lui avait noté que le but était rentré quand la rondelle est rentrée. Fait que le but était déjà accordé avant que les arbitres le sachent eux-mêmes. Je comprends pas comment ils n'ont pas vu la rondelle rentrer. Il y en a un de chaque bord de la ligne. La rondelle, elle monte, elle disparaît en dessous de la barre horizontale. On pense que la rondelle, elle s'est envolée, je sais pas trop. Là. Mais semble-t-il que le but avait été accordé par le marqueur. Ouais, c'est ça. Mais semble-t-il que le but avait été accordé sur la feuille du marqueur pendant ce temps-là. Puis le but aurait beau avoir été pas accordé, Laine a pas compté, Suzuki a pas compté, puis Caulfield a pas compté. Puis la rondelle, que le but a été accordé ou pas, Nazar a compté. Fait que pour moi, je comprends que les gens sont fâchés de la décision de l'arbitre, mais au final, qu'il ait pris la décision, ça sonne bizarre de dire ça comme ça, qu'il l'ait pris dans les règles ou hors les règles, ils ont accordé le but est rentré. Puis je comprends le règlement aussi de. Tu sais, à 5 contre 5, tu peux pas revenir 6 hors-jeu plus tôt pour allouer un but ou pas. Là, tu peux pas. Quand le jeu il reprend, tu peux pas revenir. Mais là, veux pas, c'est un tir à la fois. Que le but aille compter ou que le but aille pas compter, l'année, il a pas scoré. Fait que je suis pas content avec la décision. Ils sont sortis du règlement. Les arbitres sur la glace sont sortis du règlement. Ça a l'air que le but était accordé avant que l'année prenne sa shot. C'est pas clair, c'est bizarre. Si le but n'avait pas été accordé, je suis pas d'accord avec les décisions selon le règlement, mais en même temps, je pense que au final, qu'est-ce que ça aurait changé pour le Canadien? Pas grand-chose. La game contre les Blackhawks en fin de saison, quand tu te bats pour une place en série, ne devrait pas se rendre en tir de barrage. Fait que oui, peut-être que les Canadiens auraient gagné. De là à dire que c'est à cause de cette décision-là que les Canadiens ne feraient pas les séries, je suis pas d'accord. Les Canadiens se sont mis dans ce trouble-là de se rendre en tir de barrage. Ouais. Exactement. Là, comme vous le savez, moi j'adore le soccer, puis à cause du CF Montréal, il a souvent eu des décisions qui étaient un petit peu bizarres, puis que on se dit mais l'arbitre il est vendu, l'arbitre il est contre nous, bip bip bip, l'arbitre, des trucs comme ça. Mais à la fin de la journée, on n'a pas marqué de but, on s'est pas donné la chance en fait de gagner cette game-là, puis de gagner d'autres games auparavant qu'on aurait pu gagner. J'ai parlé du cycle, le dernier podcast, comme quoi on est dans le fameux cycle du on est nul, ok, ça commence à être pas pire, on est super, puis tu sais, c'est tout le temps un cycle comme ça. Tu sais, il faut s'attendre un petit peu à ça fait partie de la game qu'il y ait des mauvaises décisions, puis regarde, on peut pas blâmer cette seule décision-là pour le fait que le Canadien ne fasse pas les séries. On peut blâmer plein d'autres affaires, mais selon moi, blâmer les décisions d'un arbitre, c'est pas productif de 1, puis c'est un peu une mentalité de loser de 2. Je dis ça comme ça. Quand tu manques si le Canadien était à manquer les séries par 1 point, là, t'as beau mettre ce point-là sur la décision des arbitres, ils en ont perdu combien des points dans des matchs qu'ils auraient dû gagner? Je pense pas que les arbitres vont voler les séries aux Canadiens. Je pense que malheureusement, c'est cette décision-là qu'on va retenir. Mais je pense que les Canadiens auraient pu gagner beaucoup plus de points et de matchs au courant de la saison qui ne sont pas arrivés. On a eu des décisions, des buts refusés là, qui ont avantagé les Canadiens, des buts qui auraient pu être refusés qui ont avantagé les Canadiens. C'est pas cette décision-là qui détermine la saison, selon moi, là, au complet. Non, des bons points, messieurs. Les gars, avant de clore là, le match entre les Hawks et le Canadien, auriez-vous aimé voir Ivan Demidov en tir de barrage? J'aurais aimé ça. Je pense qu'on a fait confiance à nos tireurs habituels pour le Canadien, ce qui n'était pas une mauvaise décision. Je pense que Patrick Laine peut-être aurait pu laisser sa place à Demidov après le match que Demidov a joué, mais on avait déjà nommé Demidov comme 4e. Fait qu'il était quand même déjà dans l'alignement assez serré là, de début pour les Canadiens. J'aurais aimé ça le voir, mais je dirais pas que c'est une mauvaise décision de ne pas l'avoir envoyé, honnêtement. Ouais, très d'accord avec ça, honnêtement. Là,
c'est quand même quelque chose c'est quand même une situation qui vaut beaucoup pour l'équipe. Puis tu sais, évidemment, t'as l'excitation du kid parce que le gars il a fait une passe, un but à son premier match en NHL. Je me dis, est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'on veut vraiment le mettre dans le feu encore plus que ça, puis dire, ah ben c'est ta faute qu'on n'a pas fait ça ou pas fait ci, ou ah, bravo. Bref, c'est comme, il faut peut-être. C'est peut-être un point que je voulais apporter un peu plus tôt, mais il faut peut-être un peu manager nos attentes envers Ivan Demidov. C'est un bon kid. Mais c'était quand même les Blackhawks en face, puis on a perdu contre les Blackhawks. Fait que je me dis, regarde, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Selon moi, non, pas du tout. Bon point. Les gars, selon 16 journalistes du NHL.com, Martin Saint-Louis serait 4e au titre de l'entraîneur-chef de l'année dans la Ligue nationale. Voici le top 5 de la position 5 à la position 1. Jim Montgomery, 5e. Martin Saint-Louis, 4e. Dean Evason de Columbus, 3e. Scott Hartnell, 2e avec les Jets de Winnipeg. Et Spencer Carberry à Washington, 1er. Est-ce que c'est un classement qui fait du sens selon vous? Et qui, selon vous, là, serait l'entraîneur de l'année parmi ces 5? Je trouve que c'est un classement qui fait du sens. Je vais dire seulement, selon moi, si les Canadiens font les séries par-dessus les Blue Jackets, je vois pas pourquoi Dean Evason mériterait plus de votes que Martin Saint-Louis. Pour moi, ça se décide vraiment. Les deux équipes sont tellement serrées. C'était deux équipes qui n'étaient pas supposées faire les séries. Pour moi, l'équipe qui fait les séries aurait priorité si j'étais à voter. Je pense que Jim Montgomery est un peu bas, honnêtement. Là, les Blues, qui étaient pas loin des bas-fonds des classements, sont partis sur une série de 12 victoires quand Montgomery est arrivé. Il est en train de les amener aux séries. Donc, pour moi, je pense qu'il prendrait priorité sur Dean Evason aussi si le Canadien était à faire les séries. Je pense que Evason passerait 5e selon moi. Je pense que c'est absolument le trophée à Spencer Carberry. Là. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes, et moi y compris, là, qui sous-estimaient Washington grandement. Je dirais pas que je pensais pas que c'était une équipe de série, mais pour moi, même avec toutes les additions qu'ils ont fait, puis ça sonne complètement ridicule en fin de saison comme ça, mais pour moi, c'était une équipe wildcard au début de la saison. Là. Je les voyais même pas dans le top 3 de la métropolitaine, puis ils nous ont tous surpris. Puis pour ce qui est de Scott Arniel avec Winnipeg, je pense que c'est un bon choix de vote aussi. Un trophée des présidents, c'est quand même pas rien. Je pense que Winnipeg n'était pas attendu comme la meilleure équipe de la ligue. Mais je pense qu'on s'attendait plus à ce que Winnipeg soit fort que ce que Washington soit fort. Fait que pour moi, je pense que le choix dans le top 5, là, comme tu l'as énoncé, je pense que Carberry le mérite beaucoup plus. J'irais jusqu'à dire, honnêtement, selon moi, puis c'est sûr que je suis un fan du Canadien, mais je pense que Montgomery puis Martin Saint-Louis le mérite quasiment plus d'amener une équipe qui était supposée d'être loin des séries jusqu'en série. Pour moi, ça vaut plus en tant qu'entraîneur que d'amener une bonne équipe qui était déjà dans le top 5 de la Ligue nationale à la meilleure équipe. Mais je pense que ça va se terminer avec Carberry, Arniel, puis je vais dire Montgomery comme 3e, honnêtement, d'ici la fin de la saison. Nico? Ouais. Ouais, moi honnêtement, je crois que c'est un très bel ordre. J'ai rien d'autre à rajouter sur ce que Cédric vient de dire. Évidemment, mention spéciale au coach des Caps parce que tu as quelques joueurs, celui que j'ai en tête en ce moment, c'est Protas des Capitals de Washington, qui a une superbe saison, puis qui s'est vraiment montré en étant un très bon joueur pour l'équipe de Washington. Mais ouais, je crois que les Blues, les Canadiens, puis les Blue Jackets sont un petit peu dans le même genre de mix, fait que si c'est Montgomery, honnêtement, tous ces coachs-là, ça me dérangerait pas, qui gagnent le trophée. Évidemment, Martin Saint-Louis, ça serait l'idéal parce que, on est des fiers fans, des fiers homers, fait que, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Effectivement, de mon côté, je pense qu'avec l'avenue des Capitals, les acquisitions qu'on a fait cet été, je pense qu'on voyait les Capitals là où ils sont présentement. Peut-être pas aussi haut, mais dans ces eaux-là, là, dans le top 5 de la Ligue nationale de hockey, c'est ce qui est arrivé. La surprise des Jets de Winnipeg, très assurément avec Scott Hartnell, qui a amené les Jets vers la terre promise, là où les Jets n'auraient jamais été placés au début de la saison.
soit là parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Le Canadien qui était on voulait être dans le mix cette saison, c'est mission accomplie. Le Canadien pourrait être des séries dès ce soir avec une victoire des Flyers de Philadelphie. Ou même avec la récolte, je crois, d'1 point des Blue Jackets seulement. Pour la belle histoire du Canadien, je pense que Saint-Louis, honnêtement, pourrait être un bon choix. Je pense pas que si on regarde les autres, serait le vainqueur. Pour moi, mon choix à moi, après avoir été congédié par les Bruins de Boston, ce qu'il est en train de faire avec les Blues de Saint-Louis, Jim Montgomery, ça prouve à quel point c'est un entraîneur d'expérience qui peut faire des miracles avec n'importe quelle équipe. Il est venu prendre les règnes des Blues alors que les Blues n'allaient nulle part. Et voilà que les Blues sont présentement en série. Et honnêtement, je pense que ce que Montgomery a fait mériterait là, d'être le choix de l'entraîneur de l'année de mon côté. Ce soir, les Flyers qui affrontent les Blue Jackets, c'est présentement là, 0-0 avec 13-0-3 à faire en première période en direct de Philadelphie. Owen Tippett qui vient de rater dans les dernières secondes un filet quasi ouvert contre le gardien Graves des Blue Jackets. C'est même pas le gardien numéro 1 qui est là ce soir dans un match d'importance capitale pour les Blue Jackets. J'espère que les Flyers l'emporteront. Moi qui est un fan caché des Flyers, je veux pas dire trop fort pour pas manger des tomates. Mais de voir les Flyers gagner, là, je serais un partisan caché content. Les gars, demain, dernier match de la saison, Canadien, Caroline. On l'a dit plus tôt, la Caroline qui va avoir un line-up plus ou moins là, régulier. Est-ce que le Canadien va récolter 2 points, 1 point ou subira la défaite en temps réglementaire? Quelle est votre prédiction avant de clore cette émission? Je pense qu'il n'y a pas plus Canadien de Montréal que de perdre contre les Blackhawks en essayant de gagner sa place en série puis de battre les Hurricanes dans le dernier match de la saison pour rentrer. Fait que je pense que le Canadien va l'emporter. Je serais pas surpris cependant si c'est déjà fait ce soir. Ça, ne serait-ce que le match entre Columbus et Philadelphie sera en prolongation, tout simplement. Peu importe qui gagne, c'est terminé. Parce qu'avec le tiebreaker là, pour rentrer en série, là, Columbus peut juste égaler le total de points du Canadien et ont besoin de 2 victoires en temps réglementaire pour les dépasser. Donc je pense qu'il y a des bonnes chances que le match de demain ne veuille plus rien dire. Disons qu'il dit encore quelque chose pour tout le monde. Ça voudrait dire que les Canadiens vont faire jouer tous leurs joueurs. Je pense qu'ils vont l'emporter. Si les Canadiens sont déjà qualifiés, ils vont peut-être pas faire jouer tout le monde demain. Donc, dans ce cas-là, je dirais une défaite en prolongation du Canadien demain. Écoute, disons que ça a tout le temps été un peu difficile contre la Caroline. Tu sais, on a gagné cette saison contre eux, je crois, à 2 ou une reprise. Dites-moi si j'ai tort, là, mais moi, honnêtement, je pense que ça va être... reprise de mémoire. 4-0, puis après ça, on a perdu en Caroline. Ok, parfait, merci beaucoup. Fait que je me dis honnêtement, avec un effectif réduit, est-ce qu'on serait capable de gagner? Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des paris sportifs, mais si j'en étais un, moi, je mettrais sur le Canadien de Montréal. On est optimiste, 2 points pour le Canadien de Montréal. Go, Habs, go! Si demain, au moment où on se parle, le Canadien n'est pas assuré encore une fois d'une place en série, le Canadien va avoir son effectif complet contre une équipe réduite, je pense que ça peut être un match piège. Le Canadien n'a pas le droit à l'erreur. Devra s'assurer de récolter au moins 1 point demain. Je m'attends à une victoire en temps supplémentaire demain. Assurer une place en éliminatoire, avec une défaite ou non. On le sait, le Canadien a besoin d'1 point demain au minimum. 1 point pour assurer sa place en série. Si le Canadien est assuré dès ce soir d'une place en série, je pense que Cédric a dit la bonne chose. Le Canadien va probablement donner repos à certains joueurs.
Et je pense qu'une défaite en temps supplémentaire peut être favorable pour le Canadien. Donc, dans tous les cas, de mon côté, ça s'en va en temps supplémentaire avec au moins 1 point. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'ai dit la semaine passée, ça va jouer sur la dernière game de la saison. Et c'est probablement ce qui va arriver. On va avoir eu chaud jusqu'à la toute fin. Et on espère vraiment que les Flyers vont l'emporter ce soir pour pouvoir se coucher sur nos 2 oreilles. Tranquille, relax. Et de se dire, c'est fait, le Canadien s'en va en série. Les gars, go Habs go. On se dit à la semaine prochaine. Yes. On se croise les doigts. Merci d'avoir été là, les gars. Merci. Ciao, ciao, ciao. On vous dit merci à tous d'avoir été là ce soir au podcast Chez Cavin, édition du 15 avril 2025. Un podcast 100% CH avec aucun problème technique ce soir. Amen. Mesdames, messieurs, mon nom est Marc-Olivier, celui de toute l'équipe de l'Échec Avant. On vous dit go Habs go. Et à la semaine prochaine avec, on nous le souhaite, une place en éliminatoire. Ciao. L'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes, du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Les frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend.